De vive voix avec CBC Informatique. Bonjour et bienvenue dans De vive voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de personnalités passionnées et passionnantes. J'ai débuté une série de podcasts dans laquelle je vais à la rencontre d'auteurs et d'autrices afin de comprendre leurs petits secrets d'écriture. Alors si vous avez toujours voulu comprendre comment le roman que vous êtes en train de dévorer a vu le jour, je pense que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le duo Ludovic Manchette et Christian Niemiec, auteurs notamment d'Alabama 1963, une enquête en pleine ségrégation raciale qui à sa sortie a été vivement saluée par la critique. Bonjour Ludovic, bonjour Christian. Bonjour. Alors je vais vous poser une question qui, je pense, éveille pas mal de questions chez les lecteurs et qui, je pense, avec laquelle vous avez dû répondre plein de fois. Comment vient l'inspiration? Est-ce qu'elle se travaille? En fait, on a la chance déjà d'être deux. Donc l'inspiration vient souvent de discussions qu'on a entre nous. Et pour le coup, l'idée d'Alabama 1963 est venue au départ de quelque chose qui nous touche tous les deux, c'est-à-dire quand on voit dans la rue des associations ou même des couples ou des amis qui se ressemblent pas du tout. Donc, en fait, des duos mal assortis. C'est ça. Alors là, c'est Ludovic Manchette. Avant, c'était Christian Niemiec qui parlait. Je précise pour les gens, voilà, qui puissent nous identifier. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche. En fait, je sais pas trop si on cherche l'inspiration. J'ai l'impression que les idées nous trouvent à un moment. Nous, en tout cas, par exemple, on est en train de faire la promo du 3e roman. On sait pas du tout ce qu'on va écrire ensuite. On cherche pas non plus. On se dit qu'à un moment, des idées vont venir, qu'il y en a une qui va s'imposer. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus qu'attendre la bonne idée, quoi. Donc il y a pas de travail, il y a pas de travail particulier pour trouver l'inspiration en se disant voilà. Disons qu'on lit, je sais pas, on va au cinéma, on regarde, mais je suis pas sûr qu'on trouve des idées là. On rencontre des gens, en vit. fait on vit. Voilà. C'est ça. Et à un moment, il y a, comme l'a dit tout à l'heure Ludovic, en fait c'est l'idée qui va nous trouver. Et à partir de là, notre imagination va s'enflammer. Pour le 2e roman, par exemple, on a pris en stop une jeune fille qui allait rejoindre sa sœur. Et on s'est dit, mais tiens, en fait, c'est un bon départ, ça. Alors nous, évidemment, après, on a fait notre travail de romancier, c'est-à-dire que elle allait à Quimper. Nous, on a dans la vraie vie. Dans la vraie vie, nous, on s'est dit, tiens, si elle traversait les États-Unis plutôt, et sa sœur, si elle savait pas où est sa sœur finalement, si sa sœur est bien arrivée là où elle avait dit qu'elle irait, etc. Donc et puis le faire dans les années 70, parce que si on l'avait fait aujourd'hui, comme ça nous arrive quand on prend des autostoppeurs, en fait, ils se mettent derrière, ils prennent leur portable et puis ils textotent. En fait, on fait chauffeur de taxi et il n'y a pas de conversation. L'idée du roman, c'était effectivement qu'il y ait des rencontres, des vraies rencontres. Mais donc l'idée nous a trouvés alors qu'on la cherchait pas spécialement, quoi. D'ailleurs, on était en train de travailler sur autre chose à ce moment-là, qu'on a finalement jeté. Et l'idée d'Alabama 1963, donc, c'était de créer un duo qui, a priori, était mal assorti. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi une amitié entre un homme et une femme. Ouais. On s'est dit, ça serait bien de raconter une histoire sur une amitié qui dérape à aucun moment. Et il nous semblait que ça n'avait pas été beaucoup fait, en fait. Il y a toujours, un moment où ça dérape et donc ça devient une histoire d'amour. Et nous, on voulait vraiment parler d'une histoire d'amitié, homme-femme. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui peut empêcher un homme et une femme de sympathiser ? Et très vite, comme on est quand même assez dans la culture américaine, on s'est dit, mais en fait, à la ségrégation, un homme blanc, il n'avait pas le droit de parler à une femme noire. Donc rien que ça les empêche de sympathiser. Et après, on se dit, comment, en fait, pourquoi cette femme noire accepterait de sympathiser avec un homme blanc, puisqu'elle risque sa vie? Il faut qu'il y ait vraiment un enjeu très fort. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que des meurtres de petites filles à élucider? Donc en fait, tout s'est construit comme ça, petit à petit, en discutant. Et à un moment, on s'est rendu compte que, on tenait peut-être une idée intéressante et qu'il fallait par conséquent partir dans une enquête policière, ce qui nous réjouissait pas forcément, puisqu'on n'est pas à la base des lecteurs de polar. Et justement, alors une fois que l'idée vous a trouvé, donc vous avez la particularité d'écrire à 4 mains. Comment vous procédez justement pour écrire vos romans? Alors au départ, on discute de l'idée, des personnages, on en discute pendant des mois,
Donc là, je me rappelle pas combien de temps ça a pris parce que c'est un petit peu ancien, mais pour le dernier, par exemple, je sais que ça nous a pris 8 mois. Pendant 8 mois, on discute des personnages, du contexte historique, on fait des recherches justement pour trouver quelle année est la plus intéressante. Dans le cas de la ségrégation, il se trouve que c'était 63 parce que c'est une année durant laquelle il s'est passé beaucoup de choses. On discute des thèmes qu'on veut aborder. Oui, les grandes thématiques. Et en fait, toutes nos idées, on les note sur des papiers. Et puis, ben voilà, on découpe ces papiers. Il y a un moment où on met ces papiers dans l'ordre pour arriver à ce qui ressemble à un plan. Oui, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre le plus intéressant, le plus logique. Oui. Et une fois qu'on a ça, on a le plan qu'on peut visualiser. Donc c'est sur une table. Et là, en l'occurrence, pour le dernier, c'était même sur 3 tables côte à côte. Donc on voit tout le roman en fait. On voit le début en haut à gauche, on voit la fin en bas à droite. Et ça nous permet à ce stade d'échanger 2 petits papiers, par exemple. C'est très simple de les échanger à ce stade-là, alors qu'une fois qu'on a écrit 2 chapitres, par exemple, c'est un peu l'enfer de les inverser. Donc on fait vraiment attention à avoir un plan qui nous semble parfait, en tout cas, avant de se mettre à écrire vraiment. Ensuite, quand il s'agit d'écrire le texte, on est à nouveau tous les 2, toujours, on est côte à côte. C'est moi, donc Ludovic, qui suis au clavier. Et on discute en fait. Il y en a un donc on sait ce qu'on doit écrire, hein, on a le plan, on sait quel chapitre on doit écrire. Il y en a un qui lance une idée de première phrase, l'autre rebondit, on affine comme ça. Je la note quand elle nous plaît, on la retravaille au besoin ou pas, et on passe à la suite. Et tout se fait comme ça à 2 en discutant en fait. Tout est formulé à voix haute. Ce qui fait qu'après, quand c'est enregistré en livre audio, les comédiens nous disent que ça se lit tout seul, quoi. Ouais. Mais alors, il faut dire aussi que notre premier métier, c'est traducteur de dialogue de film. Ouais. Donc, on écrit des VF. Ce qui fait que, en fait, on travaillait déjà de cette façon-là quand on traduisait. C'est-à-dire que on regarde la phrase en anglais, on cherche quelque chose de synchro. Il y en a un qui lance une idée, l'autre rebondit et on affine aussi. On cherche quelque chose qui soit à la fois l'anglais, qui soit fluide, qui soit naturel. Où il n'y ait pas de rime par exemple, ou des choses qui peuvent gêner des choses qui peuvent gêner la prononciation du comédien, des choses comme ça. Donc on avait l'habitude quand on a commencé à écrire des romans, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble en traduction. Donc je pense pas qu'on puisse travailler comme on le fait à 2 avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ouais. Il y a quand même une pudeur. D'ailleurs, on se demandait au départ si ça allait marcher, parce que c'est pas exactement la même chose. Quand on traduit, on est sur des rails. Là, on fait appel à notre imagination. Est-ce que notre imagination allait correspondre à l'autre, en fait? Est-ce qu'on avait une imagination commune? Est-ce qu'on voulait aller dans le même sens? Est-ce qu'on allait oser formuler des idées? Enfin, donc on avait travaillé très longtemps sur le plan, et je sais qu'on a mis beaucoup de temps avant de commencer à écrire vraiment, parce que je crois qu'il y avait cette peur-là. On savait pas ce que ça allait donner. On s'est dit, si ça marche pas, si on n'y arrive pas, on a passé des mois, c'était peut-être même 1 an sur le plan pour rien du tout, quoi. Et ça a pris combien de temps, du coup, d'écrire Alabama 1963, ça nous a pris 4 ans. Il faut dire qu'on travaillait beaucoup en doublage. On faisait, à l'époque, une 15aine de films par an en traduction. Voilà. Aujourd'hui, on en fait beaucoup moins, on en fait 3 ou 4. C'était un hobby, en fait, d'écrire le livre. C'est ça, c'était quand on avait... quand on avait un peu de temps, un jour, un ou 2 jours de temps en temps. Donc, c'était vraiment... alors, pas un hobby, parce que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, mais on n'avait pas forcément le temps nécessaire à accorder comme on le voulait. Et c'est à un moment, on a vu il sortait des films comme Green Book ou Loving ou Les Femmes de l'ombre qui tournaient pas mal. Les figures de l'ombre, qui tournaient pas mal autour de la ségrégation. On s'est dit, s'il y a un film qui sort, qui parle d'une amitié homme-femme, là, on est mort. Ouais. Donc, on a arrêté de prendre des films en doublage et on s'est dit, on va vraiment prendre 3 mois et on va finir le roman. Une gentille pression. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais après, on s'est dit, sinon, aussi bien dans 2 ans, on y est encore, quoi. Et puis, on avait vu un film aussi qui nous avait un petit peu agacé parce qu'il avait beaucoup de succès. Et pour nous, c'était pas cohérent. Il y avait plein de choses dans le scénario qui nous plaisaient pas du tout. Il a même eu l'Oscar du meilleur scénario. Donc, on s'est dit, s'il a l'Oscar du meilleur scénario, on peut écrire un roman. Allons-y. Et en ce qui concerne le titre, vous procédez de la même manière avec des petits bouts de papier Au départ, on a mis des mots-clés
Et puis, on a cherché des idées autour de ces mots-clés. Et à un moment, on s'est dit, en fait, le roman se passe en Alabama en 1963. Prenons comme au moins titre de travail Alabama 1963. Et on pensait pas du tout. Au départ, on était parti sur des choses un peu plus poétiques, un peu plus grandiloquentes peut-être. Et on s'est dit, en fait, la simplicité, c'est aussi bien. La sonorité du mot Alabama nous plaisait beaucoup aussi. Donc, on voulait de toute façon Alabama dans le titre. Donc, tant qu'à faire, autant ajouter l'année où se déroulait le roman. Et donc, vous avez écrit le roman et après le titre ? Oui. C'est ça, on n'avait pas le titre quand on écrivait. Pour le deuxième roman, c'est pareil, on a écrit sans le titre est venu assez rapidement, en fait. Ouais, si, on avait avant de terminer le roman, on avait trouvé le titre. Et justement, est-ce qu'on peut parler de votre dernier roman qui est sorti là, donc en août 2024, donc qui s'appelle À l'ombre de Winnicott. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire peut-être un peu plus pour nous donner envie de le découvrir ? Alors, déjà, on quitte les États-Unis. Les 2 premiers se passaient aux États-Unis, donc on voulait pas devenir les auteurs spécialistes des États-Unis. Et en fait, on avait envie de parler d'une maison, d'une demeure possiblement hantée. C'était un sujet qui nous intéressait pas mal. Et voilà, donc on s'est dit que si on parlait d'une demeure hantée, l'Angleterre était tout à fait adaptée. Parce que dans l'imaginaire collectif, il y a plus de fantômes en Angleterre qu'aux États-Unis. Et ensuite, on a cherché autour de comment travailler les personnages. Et on avait, en fait, après Alabama 1963, on avait commencé à écrire sur ce sujet. Et au bout d'une centaine de pages, on s'est rendu compte que ça nous plaisait ni l'un ni l'autre. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, il nous manquait pour nous un élément important, mais on savait pas quoi. On s'est lancé dans l'écriture d'America. Et c'est pendant l'écriture d'America que Ludovic, qui a longtemps vécu en face d'un institut pour aveugles et qui a donc vu pendant de longues années des enfants qui apprenaient à marcher avec une canne blanche, me dit, mais ce serait bien si en fait, dans cette maison hantée, il y avait un enfant aveugle, parce que du coup, quand il sent quelque chose, il ne sait pas s'il y a vraiment quelque chose, si c'est son imagination ou quoi, puisque de fait, il ne peut pas voir. Et quand il m'a dit ça, ça m'a semblé vraiment la bonne idée. Et à partir de là, à partir de cet élément-là... On a tout réécrit. On a fait complètement autre chose. On n'a rien gardé des 100 pages. Je crois qu'il n'y a pas un personnage qui est resté. Donc, je voulais dire aussi que par rapport à... On sortait d'un road trip, en fait. Et on s'était dit qu'un huis clos, ça pourrait être pas mal aussi. Donc il y avait le fait de vouloir parler d'une maison hantée, il y avait tout ça, le fait de vouloir quitter les États-Unis pour pas être estampillé ou étiqueté auteur français de l'Amérique. C'est ça. et puis sortir du road trip, faire un huis clos. On avait voyagé, on a mis 2 ans à travailler sur America. Donc pendant 2 ans, on avait traversé les États-Unis, donc on avait besoin de quelque chose d'un peu plus cosy. Ouais, c'est ça, j'allais dire cosy. Et voilà. Donc l'idée de mettre des personnages dans un manoir anglais, ça nous faisait plaisir. Et il a toujours voulu en plus vivre dans un manoir. Donc là, pendant 2 ans, on a vécu dans un manoir. Mon rêve, à moindre frais. Ouais, c'est pas mal. Et donc en fait, pour revenir à l'histoire, c'est l'histoire d'une préceptrice française qui arrive donc dans ce manoir pour s'occuper, pour prendre en charge l'éducation de ce jeune garçon aveugle. Elle est française et elle est un petit peu atypique comme préceptrice, c'est-à-dire qu'elle est plutôt franche. Elle va s'opposer un petit peu à la mère de famille qui surprotège son enfant, alors que pour elle, il faut que cet enfant vive normalement, en fait. Et elle veut lui apprendre la vraie vie et pas le couver, et pas le faire vivre dans du coton. Elle lui raconte aussi des histoires qu'on raconte pas d'habitude à un enfant. Tout ça nous plaisait, qu'elle lui parle comme un adulte, qu'elle lui parle d'égal à égal, quoi. C'est une des premières idées qu'on a eues aussi. Mais en fait, le manoir hanté, c'est un peu comme pour la ségrégation dans Alabama 1963, un fond, un contexte historique, social, une atmosphère, mais qui sert à décrire les relations qui vont se nouer entre cette préceptrice et cet enfant, et aussi tous les rapports qui unissent les différents personnages, c'est-à-dire à la fois les parents de l'enfant et puis la domesticité.
On aime bien avoir un fond un peu grave, entre guillemets, et là-dessus, rajouter des choses comme beaucoup d'humour. Il est encore plus drôle, je pense, que les 2 premiers. Il y a beaucoup plus d'humour que dans les 2 premiers, je crois. Et ajouter des sentiments, des choses comme ça. Mais en fait, on se dit, si on prend quelque chose de déjà léger et qu'on rajoute de l'humour par-dessus, c'est du sucre sur du sucre et ça fait quelque chose d'un peu... Enfin, on n'a pas envie d'écrire des Trop choses... sucré. Voilà. Donc, il y a un mélange des genres. Ça, on aime. Je crois que on trouve ça dans nos 3 romans. On veut que les gens, en fait, éprouvent toutes sortes de réactions, qu'ils aient peur un petit peu, là, qu'il y ait un peu de frisson, juste ce qu'il faut. Après, c'est pareil, c'est marrant parce qu'on peut pas savoir vraiment, d'un lecteur à l'autre, en fait. Il y a des gens qui vont nous dire qu'ils ont trouvé ça, oui, que ça leur a fait peur. Il y en a qui vont nous dire, mais pas du tout. Donc, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Bon. Voilà, on veut que les gens soient émus, rigolent, versent une petite larme éventuellement quand ça s'y prête. C'est ça, dans l'idéal, enfin moi en tout cas quand je lis, c'est ce que j'aime, c'est ressentir des choses, avoir des réactions physiques, des poils qui se dressent sur les bras, des choses comme ça. Pas, voilà, je me dis, si je voyais quelqu'un lire mon livre, en fait, j'aimerais bien le voir physiquement sourire, rire et faire quelque chose, pleurer, j'en sais rien. Mais si je le vois impassible en train de lire, c'est moins intéressant. C'est que c'est raté quelque part. Et voir même peut-être s'offusquer ou je sais pas, hocher la tête, j'en sais rien. Oui, mais une réaction, c'est ce qu'on cherche, en tout cas, provoquer des réactions. Et est-ce que quand vous avez écrit vos livres, justement, vous avez du mal après à vous détacher des personnages que vous avez mis en scène ? Tant qu'on les écrit, on y est très attaché. Mais moi, personnellement, une fois que le livre est rendu à l'éditeur, une fois qu'il est publié, je sais qu'il m'appartient plus. D'accord. Parce que pendant 2 ans, on a été les seuls à connaître Archibald, Lucille, Georges, Viviane. Et puis d'un coup, il y a plein d'autres gens qui les connaissent, qui les rencontrent. Et on aime aussi que le lecteur soit actif dans sa lecture et qu'il s'approprie notre histoire et ses personnages. Donc, ça nous appartient plus vraiment. Et chacun va le lire. La façon dont vous allez lire À l'ombre de Winnicott ou Alabama 1963 va pas être la même que quelqu'un d'autre. Et vous c'est pas le même livre. C'est pas le même livre. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes personnages. Vous allez projeter un personnage et puis quelqu'un d'autre va projeter un autre personnage. Quelqu'un nous a dit là qu'une des domestiques, elle avait trouvé agaçante une des domestiques, et quelqu'un nous a dit hier, j'ai adoré, elle est drôle cette petite domestique. Donc et je vois vraiment pas ce qu'elle a d'agaçante moi personnellement. Donc, non. Donc c'est très amusant quelque part ça nous dit plus de choses sur le lecteur que sur le livre parfois leurs remarques. Parce que chacun a sa grille de lecture en fonction de son éducation, de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, et effectivement en fonction de ce que les gens nous disent sur le livre. Sans s'en rendre compte, ils nous disent des choses sur eux. Mais on entend vraiment tout et son contraire. Donc. Et justement, quelle est peut-être la pire critique qu'un auteur puisse recevoir ? Est-ce que c'est, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, un livre sans aucune émotion ce genre de choses ? C'est une bonne question, on ne l'a jamais posée. C'est surtout qu'on Qu'est-ce que j'aimerais vraiment pas qu'on me dise Oui, que ça sert à rien, j'en sais rien. Ça, c'est clair, ça ferait pas plaisir. Un livre qui sert à rien. Après, même très honnêtement, si quelqu'un nous disait quelque chose d'extrêmement négatif, ce qui, pour l'instant, je touche du bois, nous est jamais arrivé, c'est son droit. Oui. Et je pense que je ne serais pas d'accord et je ne partagerai pas son avis. Mais c'est ce que je vous disais, la personne l'a lu avec sa grille de lecture et son vécu qui est différent du mien. Donc, si quelqu'un n'aime pas notre livre, on peut rien y faire. Je vais pas essayer de le convaincre que c'est un super bouquin, mais il réussira pas à me convaincre que c'est pas bien. Donc chacun va camper sur ses positions. Donc voilà. Mais alors ça fait pas plaisir, j'imagine, mais de toute façon on n'y peut rien. Donc voilà. Et puis j'ai décidé de plus me prendre la tête sur les choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Donc, si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Ça plaît à d'autres. Ça plaît à d'autres. Et du coup, vous avez d'autres idées déjà qui commencent à émerger pour un prochain roman, même si le dernier est vraiment sorti il y a pas longtemps, mais... On a parlé de différentes choses, mais pour l'instant, rien s'est vraiment imposé. D'accord. Donc, c'est compliqué quand on est dans la promotion Déjà, tant qu'il n'est pas sorti, le livre, on peut vraiment pas passer à autre chose. Je pense que c'est comme quand on fait un marathon, on pense pas au suivant. Quand on est enceinte, peut-être, j'imagine, on pense pas à l'enfant suivant. Peut-être, hein, mais enfin... Bon. Et nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas...
on n'a pas d'idée sur une carrière avec les 15 livres à venir, quoi. Pas du tout. Là, on sait pas du tout ce qu'on va faire ensuite. Oui, vous vous imposez pas un rythme de. Non, publication, là, on n'est même ouais. pas sûr. Pour l'instant, on en a publié tous les 2 ans, mais on se dit peut-être que le prochain sera dans 3 ans, 4 ans, on n'en sait rien. On verra. Ouais. Tout dépend de Ça, on le dit pas trop à de l'éditeur. ce qui viendra. J'espère qu'il écoutera pas. Mais tout dépend de ce qui viendra. Bien sûr, ouais. Et alors, j'ai une petite dernière question pour justement clore ce podcast. Si vous pouviez être incarné dans un roman, dans le corps ou dans la tête d'un personnage, lequel serait-il ? Moi, je reviens toujours à mon basique, qui est le livre qui, lorsque j'étais enfant, m'a vraiment donné envie de lire et peut-être même d'écrire. C'était Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne, parce que quand j'étais petit, j'avais qu'une seule hâte, c'était de grandir, et je me faisais suer dans la peau d'un gamin, quoi. Et dans Les Enfants du Capitaine Grant, ce sont des enfants qui font le tour du monde. Donc ça, je trouvais ça fantastique. Donc il faudrait que je rajeunisse et que je devienne un des fameux enfants du Capitaine Grant et que je vive toutes ces aventures autour du monde en étant un enfant, ce qui me sortait pour le coup tellement de mon quotidien. Ouais, bien sûr. Déjà, j'allais pas à l'école, donc ça aurait été super. Ouais, dans le même ordre d'idée, peut-être Tom Sawyer. Je me dis, ça peut être... je pense que je pourrais passer un bon moment. Je pensais à un autre avant que tu dises ça. Je pensais à l'attrape-cœur de Salinger. Mais alors, j'ai pas envie du tout d'être Holden Caulfield, mais le rencontrer, avoir une conversation avec lui, ça m'aurait bien plu. Alors, ça devait être la question qui clôt le podcast, mais en fait, il y en a une qui m'est venue un peu comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, en fait ? À quel moment on se dit, j'ai une idée qui m'est venue, du coup, qui s'est imposée à moi, et je vais la coucher sur du papier. Alors, et nous, c'est même pas comme ça, parce que on s'est d'abord dit qu'on allait écrire, et après, seulement, l'idée est venue. Mais on s'est dit qu'on allait écrire parce qu'on nous donnait pas à traduire les films auxquels on aspirait. On nous donnait ça a changé depuis, mais à l'époque, on nous donnait pas ces grands films. Aujourd'hui, on fait Dune, on fait des films, vraiment, on a beaucoup de chance. Mais à l'époque, non, on n'y avait pas accès. Et on s'est dit, la bonne histoire qu'on nous donne pas à traduire, on va se l'écrire nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Donc c'est. C'est ça. C'est ça. Ouais. Après, moi, tous les deux de notre côté, en fait, on écrivait, on a toujours écrit. Moi, j'ai écrit beaucoup de bandes dessinées, de scénarios de bandes dessinées, de scénarios de séries, de films même d'ailleurs. Avec mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau. D'accord. Ouais. Et moi, j'ai commencé petit à écrire, comme je savais pas quoi écrire, j'écrivais mes rêves. D'accord. Donc j'avais demandé à Noël une machine à écrire. Donc, vous étiez très dans cet univers justement un peu imaginaire avec totalement. Ouais. Ah oui, mais d'ailleurs ça n'a pas vraiment changé. La vraie vie m'ennuie terriblement. Donc et quand j'étais gamin, c'était pire parce que j'étais un gamin, quoi. Donc j'étais obligé de faire ce qu'on me dit. J'étais obligé d'aller à l'école tous les jours. Et ça pour moi d'avoir cette régularité tous les jours, c'était quelque chose de cauchemardesque, quoi. Donc la seule chose qui pouvait me faire sortir de cet enfer, c'était d'écrire autre chose, quoi. Et de rêvasser à des histoires. Et je rêvassais très très bien. Et donc du coup, j'avais une petite machine à écrire en plastique à l'époque. Et donc voilà, je racontais mes petites histoires. Je m'inventais des pays imaginaires. Je m'évadais comme ça. C'est plutôt joli. En tout cas, ça a commencé comme ça, je pense. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, il disait qu'il voulait écrire des romans à deux quand on lui demandait ce qu'il voulait faire. Voilà. Ouais. Et on lui disait, mais non, c'est pas possible. On n'écrit pas des romans à deux. Donc du coup, par esprit de contradiction. Non, il s'est résolu. Non, je me suis résolu à un moment. Je me suis résolu. Et puis j'ai fait différents boulots, mais le boulot d'adaptateur, donc d'écrire les VF de films, ça, c'est quelque chose où quand j'ai commencé ça, je me suis dit, j'ai trouvé mon truc parce que j'adorais écrire. J'adore l'anglais et je suis assez cinéphile, donc ça réunissait toutes les choses que j'aime.
Donc j'ai fait ce métier pendant très longtemps et j'avais effectivement mis de côté l'idée d'écrire un roman jusqu'à ce qu'effectivement je rencontre Ludovic et qu'il me parle de cette idée d'écrire un roman. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé en fait que petit je voulais écrire des romans à deux. Je me suis dit c'est très bien, il a été long à venir, mais puisqu'il est là, profitons-en. Ludovic est venu à vous. C'est Comme l'idée. C'est ça. De temps en temps. Mais c'est pareil, là, j'avais envoyé 20 CV à 20 sociétés de doublage et la seule qui m'a répondu, c'est celle où travaillait Christian. D'accord. Donc il y a un moment, on se dit, c'est le destin. Il y a des signes, voilà, il fallait que ça se fasse, quoi. Bon, cette fois, ça va être la dernière question, mais il y a encore quelque chose qui m'est là, du coup, très bien. La discussion est très intéressante. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, en tant qu'auteur, à des enfants ou des moins jeunes, de poser leur téléphone, justement, et de prendre un livre? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre? Ah, de lire, je pensais d'écrire, d'accord. De lire, oui. Il me semble que déjà, quand on lit, on est actif. On vit quelque chose. Quand on scrolle sur son téléphone, on est juste passif, on se rend compte qu'il est passé 2 heures et qu'on a juste perdu 2 heures parce que ce qu'on a vu, moi personnellement, je ne retiens rien. Je regarde des tas de vidéos et au bout de 20 minutes, je me rends compte que du coup, j'en ai retenu aucune. Est-ce que que j'ai juste perdu du temps, en fait. Alors que dans un livre, je vais, quand c'est un bon livre, vivre des tas d'émotions, être totalement immergé dans un monde que je ne connais pas, dans une époque que je ne connais pas, et vivre des tas d'aventures, choses que je ne vais pas pouvoir vivre. Et regarder son téléphone, en fait, pour moi, en fait, je regarde des gens qui ont fait quelque chose, mais je ne fais rien. Moi, je ne fais rien, je regarde des autres vivre. Je vois pas l'intérêt. Tandis que quand je lis un livre, je vis plus fort. Oui. Oui, c'est ça, tu vis avec les personnages, tu te projettes dans le livre. Tu t'évades aussi. Moi, je pense que c'est ça que je cherche dans un livre. C'est vraiment oublier complètement. Tout à coup, je suis plus ou dans mon lit ou je sais pas, dans un fauteuil. Voilà, je suis dans un autre pays même. C'est ça qui m'intéresse, quoi, de partir loin. Pour moi, le téléphone, c'est très bien. Mais quand on est adulte, surtout, il y a l'avantage des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est hyper important pour nous, par exemple, pour communiquer, pour être en contact avec nos lecteurs. Mais quand on est plus jeune, déjà, je pense que ça met une pression de dingue. J'ai entendu un truc à la télé. Je crois que 76% des jeunes, des ados, des pré-ados, se sentent mal dans leur peau à cause de la pression des réseaux sociaux. Donc, arrêtez les gars, pourquoi vous faites du mal, quoi. Et moi-même, quand je regarde des trucs, je vois des gens maintenant, je sais même plus si c'est des gens qui existent vraiment ou si ce sont des IA, qui sont dans des pays où je foutrais jamais les pieds. Et il y a une espèce on fait miroiter aux jeunes des choses et du coup, ils ont cette pression parce qu'ils ressemblent pas aux gens qu'ils voient. Parce que ces gens qui sont beaux et qui ont l'air d'avoir une vie de riche, c'est 1% de la population, donc il y a peu de chances que ça leur arrive. Et qui passent toute l'année au soleil. Voilà, donc, pour moi, c'est un peu l'éloge du vide. Mais c'est vrai qu'on nous dit beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne lisent pas, qu'ils n'aiment pas la lecture. Par exemple, on nous dit pas mal sur les salons. Ouais. Quand on voit un couple, on dit souvent « et monsieur, il lit aussi » et c'est souvent madame qui lit plus que monsieur. Et nous, on leur dit toujours, mais c'est pas tant que vous n'aimez pas la lecture, c'est que vous n'avez peut-être pas trouvé les romans qui peuvent vous plaire. C'est sûr qu'on se rend compte que l'école a dégoûté beaucoup de gens de la lecture. Il faut voir aussi les livres qu'il faut lire aussi à l'école. C'est ça. C'est-à-dire qu'à 13 ans, on lit pas des choses, on lit pas Balzac, on n'est pas équipé pour. Mais même les Confessions de Rousseau, des choses où il te parle de nostalgie, alors que toi, tu as 13 ans, tu rêves juste d'une chose, c'est de grandir. On peut pas comprendre ça. Donc je pense qu'il y a des livres pour tous les âges et il faut pas. Oui, je pense qu'il faut essayer de s'y remettre un peu plus tard, de voir ce qu'on a envie de lire, je sais pas, on leur demande souvent qu'est-ce que vous aimez voir au cinéma, par exemple, et essayer de trouver des livres qui ressemblent un petit peu à ce que vous aimez voir en film. Ouais, il y a des gens aussi, ça je l'avais déjà dit, il y a des gens qui, à la limite, s'interdisent de lire, comme il y en a qui s'interdisent d'aller au musée parce qu'ils estiment que la lecture, c'est pour les intellos, et que c'est pas leur truc, c'est pas pour eux. C'est ça.
Mais c'est absurde. Je veux dire, il y a des livres pour tout le monde. C'est pas que des essais philosophiques. Mais non. Oui. Oui, il y en a pour tous les mais goûts. C'est en ça coup, que, là, ça va pas plaire, mais je pense qu'effectivement, la lecture a dégoûté beaucoup de jeunes de la lecture, parce qu'on étudie des choses pour lesquelles on n'est pas équipé. L'école, tu veux dire. Oui, T'as dit la lecture. Ah non, l'école. L'école a dégoûté de la lecture. Et il y a beaucoup de parents qui se plaignent que leurs enfants lisent des mangas, par exemple. On a rencontré un libraire qui nous dit c'est très facile de faire passer un enfant du manga à un vrai livre. Donc, le manga est un vrai livre aussi. Hein. Oui, mais je veux dire, un roman. à ce que les parents considèrent comme des vrais livres. L'important, c'est qu'ils lisent. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces discussions. Avec Merci grand plaisir. Merci pour ces très bonnes questions. Merci beaucoup. En tout cas, donc, vous pouvez retrouver tous les romans de ce duo infernal aux éditions du Cherche Midi et chez Pocket. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast dans lequel nous poursuivrons notre voyage chez les romanciers. À bientôt. De vive voix avec CDC Informatique.